C'est bon? Ok. Je profite juste d'avoir quelques minutes pour vous annoncer que la prochaine journée d'études qui peut vous intéresser est le mercredi 17 janvier. C'est sur les sciences humaines au défi du numérique. Donc vous êtes tous invités, ça se passe ici, au même endroit. Je sais pas si ça marche. Non, je vais prendre. Et toi, tu vas peut-être parler avec le micro fixe, avec toi. ce micro-là. Parce que sinon, ça va être... je parle, mais... Okay. Très près. Très près. Je suis complètement délatéralisée, maintenant. Il faut que je fasse deux choses en même temps. Voilà. Avec tes feuilles, toutes ces choses. Bon, est-ce que tu... Non? Pas encore? Oui. Tu peux y aller, Marie. Je te remercie. Donc, nous allons achever cette journée, mais sans, j'espère, j'en suis sûre même, achever l'auditoire, parce que en mettant Laurence à la fin, on est sûr d'être réveillé jusqu'à très tard ce soir. Donc, je laisse tout de suite la parole à Laurence Moulinier, qui a donc eu la gentillesse non seulement d'organiser ces journées, mais de nous y inviter, donc au nom des participants. Je te remercie à nouveau et je remercie Martin aussi de son invitation. Et elle va nous parler, et on finit alors avec une vision peut-être... on avait espéré montrer un Dark Ages qui ne l'était pas pour le Moyen-Âge, mais avec erreur médicale, échec et tromperie, j'ai peur qu'on ne retombe dans quelques lieux communs de la vision médicale ou des médecins. Non, au Moyen-Âge. Donc c'est à toi. Merci Marilyn. Ça va? Je ne suis pas très habile, hein. Vous avez le droit de me le dire. Oui, si je... beaucoup mieux si tu parles dedans. Et si je le mets plus bas? Parce que si tu l'as là, j'ai horreur des micros. C'est... Bon, ça va là? Oui. D'accord. Alors, il me revient, vu l'heure tardive, d'essayer d'éviter deux écueils. D'abord, je dois lutter contre la clepsydre pour cause de train à ne pas rater. On est tous, toute une bande à être concernée. Et évidemment, à cette heure-ci aussi, je crains de vous empoisonner ou de vous saouler. Donc, il faudrait me tenir à carreau de ces deux dangers. Alors, grâce à mes amis que j'ai invités qui ont bien déblayé le terrain, je vais pouvoir alléger certaines choses, tout en me situant dans le prolongement de la plupart des communications entendues depuis ce matin, et entre autres de ce qu'a pu dire ma collègue et doublure Marilyn Nicou sur les relations entre patients et médecins au Moyen-Âge. Je voudrais effectivement attirer l'attention sur certaines particularités de ces relations, dont certaines s'avèrent intrinsèquement liées à l'état des connaissances médicales du Moyen-Âge et surtout aux modalités de l'examen clinique de l'époque. Je veux parler des possibilités d'erreur du médecin, tant dans l'établissement de son diagnostic que de celui de son pronostic. Nulle époque n'est à l'abri de ce problème, mais on verra qu'au Moyen-Âge, les erreurs médicales étaient liées aux limites de la lecture des signes du corps malade, l'intérieur du corps n'étant pour ainsi dire pas accessible. L'échec est un autre thème qui n'est pas propre au Moyen-Âge, mais qui a forcément changé de visage. Alors, comme on le verra, contre toute attente peut-être, l'éventualité de l'échec d'un traitement est largement envisagée au cours de la période que nous considérons. Enfin, bien que la confiance, ça a été dit, soit fondamentale dans le soin et dans la relation entre soigné et soignant et le reste, il y a place à de la tromperie. Et si les faux malades ou les faux médecins font partie de l'imaginaire collectif associé au Moyen-Âge et perpétué par exemple par Molière, je voudrais montrer rapidement que des possibilités de tromperie inhérentes au protocole de l'examen du malade et de la consultation ont existé et qu'elles ont pu s'exercer dans les deux sens. Alors je ne sais pas quel dosage je vais réussir à tenir de ces différents thèmes par respect de votre endurance, mais dans tous les cas, ce que je voudrais redire, c'est ce que j'ai dit dès ce matin, c'est l'importance des sources à chaque fois et qui nous invite à l'humilité également, hein, puisqu'on ne saurait prétendre à une vérité, mais qu'on peut tirer quelques particularités du lot. Alors, je vais commencer par le thème du faux médecin, en me demandant tout simplement si faux médecin ou fausse femme médecin sont ceux qui soignent mal. Hein. Comment les définir? Et je voudrais mettre un gros coup de projecteur de ce point de vue-là sur justement le fameux biais des sources. Alors, je vais commencer par enfoncer une porte ouverte, en rappelant évidemment que j'aurais pu consacrer au moins autant de temps à la question des faux malades, qui sont légion au Moyen-Âge comme à d'autres époques et comme de nos jours aussi d'ailleurs. Il suffit de se promener dans les rues de Paris. Ça, c'est une évidence sur laquelle différentes sources nous renseignent, judiciaires, normatives, narratives. Je pense notamment au statut des hôpitaux, hein, qui recommande de faire le départ entre vrais et faux malades. Et puis, je pense aussi à quelques documents plus particuliers, dont tel statut strasbourgeois étudié par Wiggersheimer, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais il est juste de lui rendre grâce. Un document assez exceptionnel qui visait 33 mendiants ou couples de mendiants et qui expliquait les raisons pour lesquelles la mendicité devait être interdite à cause des infirmités qu'il simulait.
toujours dans cette région-là, mais je m'en tiendrai là, je crois, pour cette fois, malgré mon tropisme germanique, un autre document tout à fait exceptionnel qui mériterait d'être creusé, j'appelle les étudiants à prendre la relève, un document qui s'appelle « Les tromperies des mendiants » de Betrügnisse der Giller, qui décrivait en détail différentes espèces donc de mendiants et de mendiantes qui simulaient toutes sortes de choses, de maux physiques, des blessures, des brûlures, l'épilepsie, la jaunisse, la lèpre, la grossesse, j'en passe, et des meilleurs. Alors évidemment, ces simulateurs-là sont mus par l'indigence, par des raisons pécuniaires, comme dans une certaine mesure par les faux médecins auxquels je voudrais consacrer un petit peu plus de temps sous peine de vous entraîner jusqu'à point d'heure tout à l'heure. Grâce à Marilyn, là encore, je vais pouvoir être plus efficace puisque tu as posé le décor de manière tout à fait synthétique et remarquable, en rappelant donc qu'à l'orée de la période qui nous a tous rassemblés aujourd'hui, à la fin du XIIe siècle en gros, il y a un clivage très important qui se fait jour dans le monde des professionnels de santé, puisque désormais, depuis qu'il y a des facultés de médecine, on peut opposer un monde de médecins savants, latinistes, diplômés, masculins, à toute une foule de soignants, dirons-nous, même si ce n'est pas extrêmement satisfaisant, ou opérateurs de santé, qui est encore moins, mais qui rassemblent des femmes, des juifs, des guérisseurs, des rebouteaux, d'authentiques soignants doués de compétences, etc., etc. Ça, j'y insiste parce que pour le haut Moyen-Âge, c'est évidemment quelque chose qu'on n'a absolument pas. Alors, du coup, on appellera empirique, faute de mieux, tous ceux, finalement, qui manquent d'une formation théorique. Mais ça ne veut pas pour autant dire, excusez-moi, que leurs soins sont inefficaces. C'est là-dessus que je voudrais revenir. Il y a une catégorie que je vais laisser de côté délibérément pour cause encore de sablier, c'est les apothicaires. J'en ai assez parlé comme ça dans ma vie, mais ceux que ça intéresse, je peux leur donner d'autres choses. L'apothicaire véreux qui se hisse à des prétentions médicales est évidemment un thème intéressant, mais on irait trop loin en le suivant. Alors, ce que je voulais rappeler ou dire, c'est qu'il y a deux grands cas de figure qui se présentent quand on épluche un certain nombre de sources, principalement des sources judiciaires. Les poursuites individuelles, d'un côté, engagées contre un praticien par des patients mécontents de leurs soins, ou des poursuites collectives engagées par les membres d'un groupe, souvent une faculté de médecine, plus ou moins jalouse de ses prérogatives selon les lieux. Et c'est ça que je voulais rappeler en première partie, c'est la question fondamentale de la géographie de cette affaire, des relations entre patients et médecins et des échecs et des tromperies selon les lieux. Cette question de la géographie différentielle, elle est particulièrement éclatante, me semble-t-il, quand on se penche sur l'histoire d'une catégorie qui n'a pas été beaucoup représentée malgré les vœux de Martin, celle des femmes médecins, auxquelles il faut bien que nous considérions quand même quelques instants. Effectivement, si on se fonde sur ce genre de documents d'archives, en gros, pour la France du Nord, il n'y a guère qu'une vingtaine de noms de femmes qui apparaissent dans la documentation en étant vierges de toute poursuite. Ça fait extrêmement peu. Or, on sait évidemment qu'il y a eu des charlatanes, je ne sais pas si le mot peut se féminiser de la sorte, que des femmes ont été poursuivies pour des actes dangereux, comme des avortements, des actes franchement odieux, comme procurer de la graisse de nouveau-né pour guérir un lépreux, des choses comme cela. Des écrits de médecins eux-mêmes à l'occasion, comme ceux de Jacques Despars, nous renseignent sur des pratiques souvent lucratives et qui font dresser les cheveux sur la tête. Voilà, donc il y a effectivement quelques attestations de soins ayant mal tourné, mais la dimension qui ressort, qui s'impose quand on compulse donc les actes de procès, c'est vraiment que la plupart des femmes, en France du Nord, j'insiste, ont été poursuivies, non pas tant pour leur impéritie, que pour la concurrence qu'elles représentaient aux yeux d'un certain groupe ou d'un certain corps. Alors, les exemples en sont légion, je ne vais pas tomber dans trop d'énumération, mais par exemple, textuellement, nous lisons en 1263 que dans l'Indre, une certaine Andrée Dubreuil dut jurer de ne plus s'occuper des malades, car cela portait préjudice au chapitre qui avait des droits sur eux. C'est absolument pas la qualité des soins de cette femme qui est en cause. Autre exemple, dans le monde des barbiers, dont Marilyn a parlé aussi ce matin, Jeanne la Poqueline, par exemple, qui était l'épouse, elle, d'un barbier, et qui revendiquait la possibilité de tenir l'ouvroir en l'absence de son mari, elle s'est vue intenter un procès par la communauté des barbiers de Paris, qui montrait ainsi qu'il sentait le danger d'un concurrent de plus. Et à la malheureuse, on ne laissa guère que le soin du rasage et de la chevelure pour conclure. Alors, en revanche, et là aussi la question avait été posée par un membre de l'assistance ce matin, donc j'y insiste un petit peu, dans des régions plus méridionales, des régions de droit écrit, pour le dire là aussi vite, certains documents, de nombreux documents, nous font connaître des femmes ayant exercé, sans autre forme d'inquiétude, entre XIIIe et XVe siècle. En général, on attendait de ces femmes qu'elles prodiguent des soins à d'autres femmes, mais ce n'est pas forcément une obligation.
et certaines ont également prodigué des soins au sexe opposé dans différentes régions d'Europe du Sud, en Italie, en Provence, en Espagne. Autant de régions elles exerçaient au grand jour et où elles accédaient à une reconnaissance officielle de leurs compétences, les autorités ayant créé des modalités spécifiques d'admission qui leur permettaient donc d'exercer, dotés ensuite d'un titre qui compensait l'absence d'examen. Magistrat ou médicat sont des titres ainsi attachés à des noms de femmes. Alors cette formation pouvait être de caractère varié, on n'est pas toujours très bien renseigné tout simplement, familial, privé, auprès d'un médecin ou auprès d'un médecin juif souvent, et dans tous les cas, au terme de cette formation de longueur variable, les candidats donc se soumettaient à un jury. Ce jury évaluait leurs compétences et leur délivrait, ça j'y insiste parce qu'on n'en a pas encore parlé ce matin, aujourd'hui, une autorisation souvent partielle. C'est-à-dire qu'on leur délivrait l'autorisation de s'occuper précisément de tel ou tel mal. Par exemple, à Naples, une certaine Margarita di Napoli a été affectée aux mamelles et à la matrice, et puis une autre, reçue à Foggia, a été, elle, reconnue experte en l'art de chirurgie, je cite, pour soigner et pratiquer les soins des blessures, tumeurs, hernies, ainsi que les soins des tumeurs et autres incidents de la matrice. Donc, il y a ici quelque chose dans la documentation, l'autorisation partielle, qui est peut-être ce qui manquait, ou en tout cas qui répond à la question posée par quelqu'un ce matin. Contrairement à notre époque, de nos jours, être spécialiste, c'est le top du top, mais au contraire, à l'époque où nous situons, c'est le savoir généraliste qui prime, le reste étant considéré comme d'ordre inférieur. Voilà, je voulais juste rappeler cela, dire que dans les femmes faussement médecins ou supposément médecins qui sont l'objet de procès d'après la documentation qu'on a à disposition, avec toutes les pertes évidemment qu'il faut supposer, c'est pas le plus souvent l'échec de leur cure ou de leurs soins qui est mis en avant, c'est leur illégitimité, leur concurrence, encore une fois, mais pas tant le succès de leur pratique. Alors, on va retrouver la même chose avec des hommes, puisqu'il ne faut pas croire non plus que je sois complètement obsédé par la cause des femmes, et des hommes inquiétés par l'exercice de l'art de guérir ont existé. Il faut aussi rappeler, peut-être pour la parité, que des gens étaient inquiétés en couple. C'est assez intéressant. On a des associations d'épouses, parfois sans aucun titre médical, ou alors un des deux en a un, et assez régulièrement, là encore, c'est la requête de telle ou telle faculté qui vont être poursuivis comme des concurrents déloyaux, comme quelqu'un qui empiète sur une sorte de précaré. Alors, dans le monde des hommes, donc pour autant qu'on puisse le connaître, j'insiste sur ces limites, eh bien on retrouve le même clivage entre les empiriques ou les individus poursuivis ou inquiétés par un patient mécontent, et puis d'autres qui sont condamnés ou en tout cas objet d'un procès de la part d'instances qui les dérangent, mais j'insiste donc sans forcément que leurs compétences soient en cause. Alors, il y a toute une gamme, je vais citer un exemple pas très très loin d'ici pour commencer et qu'on se fasse d'autant plus plaisir d'être encore un petit peu à Poitiers. Un certain André Joussaume, par exemple, un paroissien de Chanteloup, fut poursuivi en 1425 devant la châtellenie de Bressuire pour avoir, je cite, et soigner frauduleusement de maladie la veuve Guiteau qui bien se portait. Alors c'est assez amusant puisqu'il soigne quelqu'un qui n'est pas malade, donc évidemment on comprend qu'on n'ait pas été extrêmement content. Et puis il y a des cas plus documentés qui font l'objet de dossiers plus copieux. On a parlé tout à l'heure de Manosque. Il y a par exemple ce fameux chirurgien Anthony Imbert qui avait attiré auprès de lui de très nombreuses femmes de Draguignan, leur soutirant beaucoup d'argent parce que le moteur quand même pécuniaire ne doit jamais être oublié, en leur jurant qu'au bout de 3 jours, elle se retrouverait enceinte, et ça a fait l'objet d'un procès retentissant à Manosque en 1326. Et puis, dans cette catégorie des empiriques, mais empiriques un petit peu à part, il y a un cas extrêmement célèbre, extrêmement étudié ces dernières années, celui de Jean de Domrémy, à qui la faculté de médecine intenta un très long procès au début du XVe siècle, et dont on va le voir, la défense fut extrêmement subtile et prenant le contre-pied des attaques que lui prodiguait la faculté de Paris. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sur ce Domrémy? Eh bien que dans certains cas, alors il ne faut pas me faire dire que les médecins faux, c'est mieux que les vrais médecins, mais dans certains cas, il y a même des empiriques dont la documentation me dit qu'ils réussissaient mieux que de vrais médecins. C'est juste ça que je voulais rappeler légèrement ou rapidement. Domrémy, par exemple, non, on va commencer par Jacobas, pour être galant. Jacobas Félicie,
où Jacqueline Félicide et Alémania est une empirique très très étudiée ces derniers temps, la faveur d'un regain d'histoire des femmes. Donc on a beaucoup de choses sur elle. Et cette femme, nous dit-on, a réussi dans le cas de cure où des médecins dûment diplômés pour le coup avaient échoué. Un certain Manfred de Copis, par exemple, médecin diplômé, s'avoue vaincu et témoigne au procès. Un autre, Hermann Lombardus, est lui aussi cité au cours de ce procès, où reconnaît qu'il a échoué là où elle a réussi. Et plus largement, lors du procès de cette femme, il y a tout un défilé de témoins, hommes comme femmes, qui viennent dire qu'elle les a soignés et sauvés, là où des médecins, donc diplômés, ayant pignon sur rue, les vouaient à la mort. Même constat chez le deuxième empirique extrêmement célèbre, dont je vous donnais le nom tout à l'heure, Don Rémy, qui, là encore, a eu des patients fort célèbres et a concurrencé, voire coiffé au poteau, des médecins issus de l'université. Alors, 2 exemples suffiront pour vous convaincre, j'espère. Jean du Martroi, qui fut par exemple régent de 1395 à 1416, dit lui-même avoir eu recours à Jean de Domrémy dans une de ses maladies pour son profit. Et puis, dans un document que tu as cité ce matin, Marilyn, les consultations dont les notes ont été prises par un étudiant allemand à propos des consultations donc, de Guillaume Boucher, un maître parisien du début du XVe, eh bien, il y a une scénette qui met en scène Jean de Domrémy et Guillaume Boucher autour d'un même problème, comment analyser l'urine présentée par un malade, et c'est Guillaume Boucher qui se trouve de réalité, alors que c'est Jean de Domrémy qui tire le bon diagnostic. Alors je répète, on ne va pas généraliser, mais c'est pour rappeler que la documentation est assez difficile à lire dans certains cas, et ne souligne pas en tout cas toujours l'échec des soins. Et c'est plutôt l'absence de consistance ou la prétention de quelqu'un qui sait passer des diplômes à se prétendre médecin. Alors l'échec, cela dit, rassurez-vous, existe. Et comment ? La figure de l'échec est bien présente. C'est souvent le moteur d'une action en justice. Mais deuxième trait de l'échec qui me semble extrêmement intéressant et peut-être typiquement médiéval avant de se retrouver dans d'autres périodes, c'est qu'il est prévu. Il est souvent prévu, intégré dès le début dans la relation entre soignant et soigné, ou dans la future relation entre soignant et soigné, dans des documents donc, propres à la période médiévale dont il a été question à plusieurs reprises aujourd'hui. Cette catégorie donc des contrats de guérison, même si elle n'a pas encore toujours reçu ce nom, selon les périodes où on se situe. Alors, donc, anticiper l'échec, en quoi ça consiste et en quoi on peut dire que les médiévaux ont, dans certains cas, anticipé l'échec. On a des échecs avérés, c'est-à-dire qu'on a des échecs qui sont enregistrés, l'échec d'une cure parfois a pu donner lieu justement à des poursuites, y compris des médecins. Ça, c'est une chose qui a un sens un petit peu de soi, donc je n'y insiste pas, il n'y a rien de très saillant là-dedans. C'est par contre, me semble-t-il, en matière de chirurgie que, alors là aussi ça a été dit et redit, donc je ne fais que revenir sur des éléments dispensés par mes collègues tout à l'heure, c'est en matière de chirurgie, dernier recours s'il en est, donc, que l'échec est le plus redoutable et que, de ce point de vue-là, il est entouré de davantage de précautions. De ce point de vue-là, d'ailleurs, est-ce que les choses ont vraiment changé si on pense à toutes les décharges de Jasmine Lejeune? Je ne dis pas que la décharge, c'est le contraire de guérison, mais il y a quand même une similitude entre la perception de la dangerosité de la chirurgie selon les époques, pour le dire simplement. Alors, là encore, pour appréhender cette question de l'échec et de son anticipation, on a plusieurs types de sources, à commencer donc par des actes judiciaires, et on se rend compte que les méfaits des prétendus médecins connaissent une vaste gamme, du mal sans gravité à des choses très très définitives comme la perte d'un membre ou franchement la mort. Alors, on a par exemple le procès, est-ce que je l'ai sous les yeux là? Non, mais après vous en aurez un sous les yeux. Un certain Baudet, qui était barbier à Saint-Mihiel dans l'actuelle Meuse, fut par exemple condamné en 1451 à 20 francs d'amende pour avoir castré un individu qui en mourut. Et lui avait pratiqué la chirurgie malgré l'interdiction qui lui avait été faite. Donc on avait anticipé le risque. Et puis alors là, un autre document, zut, est proposé à vos yeux, mais on dirait peut-être que c'est un test chez l'ophtalmologue, là, à cette taille. Vous n'y arrivez pas? Alors je vais peut-être le lire, du coup, désolé. On retrouve Manosque, qui est un lieu bien documenté, c'est pourquoi je n'ai pas résisté à l'envie de vous soumettre ce texte, que je vous enverrai s'il est lisible actuellement. L'an du Seigneur 1310, le 2 juin, procès fut ouvert par la Cour des Hospitaliers de Manosque contre Michel Haussement, accusé en audience de la dite cour.
à savoir que le dit Michel, sans instruction, prétendant être un chirurgien alors qu'il ne l'est pas, a exercé et fait usage de chirurgie sur la personne d'Athanulf Achard, sur son sexe, sans rien connaître de l'affection dont il souffrait, le dit Michel étant complètement ignorant. En raison de quoi, et à cause de l'impéritie du dénommé Michel, Athanulf a perdu son membre sain, à savoir la totalité de ses... Ne ris pas, toi. À partir de la totalité de ses parties sexuelles ou de sa verge, de manière irréversible. En vertu de quoi, jugeant de tels faits comme de mauvais exemples dignes de correction, la Cour a ouvert une enquête contre le dit Michel sur les choses sudites et d'autres affaires en rapport, parmi lesquelles certaines dont il pourrait être reconnu coupable, comme on le verra. Sous serment, il a avoué avoir soigné le membre du dit Athanulf, c'est-à-dire son sexe. Il a accepté de le soigner aux conditions suivantes. Le dit Athanulf avait promis et convenu avec lui de donner 10 sous s'il le guérissait de l'affection dont il souffrait au dit membre, et le dit Michel avait promis et convenu avec Athanulf que s'il ne le guérissait pas, il lui restituerait la somme ou les honoraires reçus ou à recevoir, et qu'il y renoncerait et n'aurait rien à moins de le guérir. Interrogé sur l'affection dont souffrait le dit Athanulf à la verge, il répondit qu'il n'en savait rien. Interrogé s'il avait vu le dit membre avant d'administrer le traitement, il dit que oui. Interrogé si le dit Athanulf a perdu son membre, il dit que oui et qu'il a vu la partie perdue ensuite. Alors, fin de l'histoire. Interrogé s'il a obtenu quelque chose, il dit Athanulf, il dit que oui. Un setier d'orge et 6 deniers. Tout cela, il l'a rendu à Athanulf à la demande de la cour puisqu'il n'avait pas guéri. Interrogé s'il a reçu plusieurs personnes à soigner, il dit que oui, un fils de Marcel Bertrand qui souffrait d'un mal aux jambes et plusieurs autres personnes. Alors, de ce long extrait dont je vous prive bien involontairement, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes de pas ce qui a fait pouffer mon ami. D'abord, il y a entre les lignes une esquisse de convention entre le soignant et le soigné, même si le mot, bien sûr, contraint n'apparaît pas. Deuxième chose, là, on a typiquement, effectivement, le faux médecin dans toute son horreur, l'ignorant, celui qui ne sait même pas de quelle maladie il va soigner la personne qui se confie à lui. Et puis enfin, on voit qu'il est capable de soigner d'autres personnes, d'autres mots. Donc ici, c'est quelque chose d'un petit peu exemplaire, c'est pourquoi je vous l'avais cité. Et surtout, ça nous ramène à cette question des autorisations partielles, c'est-à-dire l'autorisation de soigner telle partie du corps accordée à tel ou tel personnage. Alors tout à l'heure, j'ai parlé des femmes, mais évidemment, on accordait de semblables autorisations également aux hommes. Ça n'est pas une spécificité de la faiblesse féminine, loin de là. Et effectivement, le soin des hernies inguinales, visiblement extrêmement fréquentes, le soin des yeux, l'obstétrique, etc., tout ça faisait l'objet d'autorisations donc partielles, qui, je le répète, était donc un signe de statut inférieur à un soignant, mais limité, borné à un certain nombre de compétences. Alors là aussi, je plaide non pas coupable, mais minable, puisque je vous ai mis quelques exemples. C'est un peu plus gros quand même là. Voilà, pour vous montrer à la fois la répétitivité et en même temps la variété de ce genre de documents, où véritablement le soin de la hernie a l'air d'être un souci dominant chez les hommes. Départ dit que c'est parce que les nobles dansent trop, mais visiblement ça atteint y compris les parties les plus manuelles des populations, et donc on a toute une cohorte de semblables autorisations dont je vous donne là 3 exemples seulement. Alors effectivement, à la fois en raison de la fréquence de ce mal de la hernie et en raison de la délicatesse de son traitement, on a quand même beaucoup de chirurgiens herniaires qui sont passés à notre connaissance. Et dans la plupart des cas, non seulement on a donc une autorisation partielle, une licence comme on l'appelle également, et puis encore une fois, pour des régions méridionales variées, alors Aix, Manosque dont j'ai déjà parlé, Draguignan, mais aussi Toulouse, le Béarn ou même encore la Bourgogne, abondent en documentation de la sorte. On a donc ces contrats qui lient un praticien et un malade. Et c'est parfois même d'ailleurs un médecin qui va être lié à un malade dans ce cas de figure. C'est un cas de Toulouse, cette fois-ci, qui nous le montre. Le médecin Jean Darros, en 1431, promet par un contrat de santé de soigner Vidal de Druit, d'Auch, d'une affection des testicules. Et il était prévu donc qu'en cas d'échec, le patient le tiendrait quitte de toute poursuite en justice, ainsi qu'auprès de Dieu. Donc là, c'est un médecin, quelqu'un qui est a priori un petit peu plus diplômé. Et puis, dans les documents aixois, alors Marilyn a souligné ce matin le caractère rare de tel gisement. C'est pas dans toutes les villes qu'on va avoir ce genre de manne et de registre notarié. Noël Coulet lui a eu la chance de tomber là-dessus à Aix et de les éditer pour notre plus grand plaisir. Et là, on a toute une série de contrats liant un chirurgien en particulier, un certain François Garcy, mais également son collègue Jacques Adirotti, à différents personnages atteints d'une nationalité qui est parfois nommée en latin, parfois nommée en langue vernaculaire, un rumpedura, mais on comprend bien que dans tous ces cas-là, c'est de hernie
qu'il s'agit. Et là, on a des modalités extrêmement précises sur la manière dont les sommes doivent être versées ou retournées. Donc, un exemple dans cette petite liste. Jacques Adiroti Serorge de Draguignan s'est engagé à guérir Crispin Fabre, chanoine de la cathédrale d'Aix, d'une infirmité dénommée Rumpedura dans un délai de 6 mois. Le patient a versé la moitié du salaire convenu, soit 30 florins, à la date de la convention, et a promis d'acquitter le solde dans un délai de 6 mois. Pierre Radulfi se porte garant de la promesse de restitution du premier versement en cas d'échec. On parlait tout à l'heure des étapes de l'échec. Voilà. Et là, on a d'autres mentions de versement d'un montant variable, mais également un temps de guérison raisonnablement envisagé, qui est également variable. Et le dernier exemple là, nous montre que la possibilité d'un remboursement total existe. Le 9 janvier 1444, par exemple, François Garcia, encore lui, s'engage à traiter pour une hernie. Cette fois-ci, elle est appelée fractura intesticulis. Hugon Lambert, nourriguier de Vitrolles, habitant d'Aix, et à le guérir d'ici la Saint-Michel. Il recevra 7 florins, payables à moitié incontinent, l'autre moitié après guérison. Les arts seront remboursés en cas d'échec du traitement. Voilà. Donc là aussi, je voudrais abréger votre supplice, mais cette prise en compte en amont de l'échec me semble quelque chose de tout à fait intéressant, en particulier quand elle a changé en jeu, mais pas seulement. Donc voilà, l'échec me semble, selon la documentation et les lieux où on se situe, comme vraiment un paramètre intéressant à réintégrer dans cette fameuse question de soigner au Moyen-Âge qui nous occupe depuis ce matin. Et donc c'est un paramètre qui lui relève de la mise en œuvre. On voit donc des médecins, pas seulement des opérateurs manuels, qui l'intègrent. Mais l'échec, ça relève, c'est pas l'erreur. L'échec, ça relève de la thérapie, de la mise en œuvre d'une cure ou d'une intervention manuelle, alors que l'erreur relève du jugement, et c'est vers ce dernier thème, tout en gardant assidûment l'heure, que je voudrais essayer de vous emmener en examinant les principaux cas dans lesquels, de la vie même des médecins du Moyen-Âge, gisaient les plus grands risques d'erreur. Alors la question de l'erreur, de la fiabilité du médecin, a reçu pas mal d'attention ces derniers temps, sous la forme notamment de colloques, donc on peut bénéficier de connaissances nouvelles dont je vais tenter de vous donner un petit aperçu. Alors effectivement, quand on parcourt la littérature médicale du Moyen-Âge, c'est quoi donc les traités des médecins, les actes de la pratique, notamment judiciaire, on se rend compte que plusieurs d'entre eux ont discuté de l'affabilité de leur art et ont révélé la conscience nette du caractère trompeur de certains signes. On a parlé de sémiologie tout à l'heure, notamment avec Mireille Ozekash, mais les signes univoques sont choses fort rares et maint médecin renommé s'en montre conscient. Alors Bernard de Gordon, par exemple, dont là aussi a été fait pas mal de fois mention, et son Lilium Medicinae, c'est par exemple poser clairement et en détail la question de savoir si un malade pourrait être lépreux sans présenter tous les signes faciaux de la lèpre. Il s'agissait donc de préciser si les signes du visage, si vous voulez, étaient suffisamment sensibles, suffisamment clairs, afin d'éviter qu'un diagnostic de lèpre ne soit à tort rejeté après examen du visage de certains lépreux. Alors évidemment, cette question elle est capitale, puisqu'il y a des enjeux sanitaires, mais aussi des enjeux éthiques attachés à la lèpre. Ne pas juger un lépreux comme tel, c'est une grave erreur vis-à-vis du corps social, et inversement, comme tu l'as dit aussi, juger lépreux un patient qui n'avait qu'une maladie sémiologiquement proche, mais sans être porteur de cette lèpre, représentait aussi bien sûr une erreur lourde de conséquences envers un patient donc qui serait séquestré à tort. Donc ça c'est un thème sur lequel les médecins se sont exprimés parfois de manière assez détaillée. Deuxième thème, lui aussi lourd de conséquences, excusez du peu, la mort apparente. À partir de quand on peut dire que quelqu'un est vraiment mort et l'enterrer sans risquer quand même là aussi la boulette du siècle. Alors là aussi, on a beaucoup de pratiqués, puisque c'est dans ces ouvrages-là qu'on trouve ce thème largement abordé, qui essayent de faire le départ quand il y a un risque de confusion entre mort réelle et mort apparente. Quelques maladies s'y prêtent, principalement l'apoplexie ou la suffocation de la matrice. On peut vraiment présenter des signes de mort tout à fait confondants si on n'y prend pas garde. Alors, certains médecins essayent de mettre en œuvre quelques critères, et puis d'autres témoignent même d'avoir été parfois témoins de certaines situations. Alors là, ça devrait être l'extrait suivant, si j'ai bien fait mon travail, oui.
mais vous ne pouvez toujours pas lire, donc faut me croire. Savonarole, par exemple, dont il a été question là aussi tout à l'heure, rapporte avoir été lui-même plusieurs fois témoin de telles situations, et en apportant ses soins apoplectiques, d'avoir du coup acquis renommée et gloire, et ça, même si je vais comme une mitraillette pour pas qu'on perd trop de temps, je voulais quand même prononcer ce mot, renommée et gloire, qui me semble aussi un maître mot dans la relation de soins du Moyen-Âge. Alors voilà ce que dit Savonarole, et nous-mêmes avons été amenés à avoir pareils états d'apoplexie en de très nombreuses occasions, et si le médecin n'apporte pas de soins, c'est une attitude très honteuse, mais en délivrer confère une bonne renommée, comme cela m'arriva. Un jour, je fus appelé pour un homme bien aimé, âgé de 70 ans, dont les funérailles avaient déjà été préparées. J'agis comme j'ai expliqué, avec succès, et l'homme lui-même m'appelait son Dieu sur terre. Que Dieu soit toujours glorifié et loué. Alors, il est un peu immodeste, mais il pointe quand même quelque chose qui ne fait pas rire du tout, la fama, le fait qu'il en tire un prestige tout à fait accru. Alors, Arnaud de Villeneuve, donc là aussi il a été question, lui aussi dit avoir été témoin de cas d'apoplectique enterrés vivants, et puis on a des détails de films d'horreur, des cris émanant du tombeau, des linceuls déchirés, là aussi c'est vrai, mais donc c'est un problème véritablement réel dont les auteurs se montrent conscients. Alors, rassurez-vous, tout le monde n'a pas enterré par erreur des apoplectiques. On a ces témoignages-là, mais c'est pas systématique. Mais en tout cas, le jugement de mort donc pouvait être porté à tort. Les médecins s'en montrent extrêmement conscients, et c'est pour éviter tout cela qu'on va finir par fixer un délai de 72 heures pour être véritablement sûr que tous les signes de la mort clinique soient là, et éviter donc d'enterrer quelqu'un vivant. Alors, dernier cas d'erreur, lieu d'erreur, majoritairement reconnu par nos médecins, moins grave pour la vie du patient, mais pouvant être lourd de conséquences quand même pour la santé de la patiente en l'occurrence et pour la femme du praticien, c'est le diagnostic erroné de grossesse. Alors là aussi, je vais tâcher d'être brève et didactique, comme Gilles de Corbeil. Tout à l'heure, Mireille Ozeka, je vous ai rappelé qu'on lit beaucoup de choses dans un flacon d'urine, on demande beaucoup de choses à ce liquide sur un protocole dans le détail duquel j'entrerai pas. Et entre autres choses, on pouvait lire logiquement dans le liquide ainsi recueilli la différence des sexes, c'est-à-dire qu'on devait être capable, un bon médecin devait être capable de lire s'il s'agissait de l'urine d'un homme ou de l'urine d'une femme. Et du coup, si vous voulez, une même urine, mettons jaune et épaisse, va présenter des choses tout à fait différentes selon qu'il s'agit d'un patient mâle ou d'un patient de sexe féminin. Alors, dans les mots du sexe féminin, là aussi ça a été lourdement suggéré, mais bien sûr, ce sont les mots liés à la matrice, là tu l'as dit toi aussi Marine, la sphère gynécologique, tout ce qui fait la propriété de reproduction du corps féminin, qui va être privilégié dans la lecture des urines. Et on estimait que la lecture correcte d'une urine de femme pouvait permettre d'y déceler des signes de menstruation, de stérilité, de conjugalité ou de grossesse. Ça, c'est une espèce de grand morceau de bravoure. Alors, à ce sujet, il y a un texte qui a eu le bonheur d'être traduit par Camille Vieillard et dont je ne me lasse pas, qui s'appelle « Les cautèles des urines », qui se présente comme un texte donnant 20 règles de prudence à observer aux médecins pour ne pas se faire piéger. Alors voilà la première. Lorsqu'on te porte de l'urine à juger, demande de qui elle est. Si on dit que c'est l'urine d'une femme, réponds qu'elle souffre d'un embarras d'estomac parce qu'elles y sont sujettes, même en santé, à cause de la vie oisive qu'elles mènent, de leur complexion froide et aussi parce qu'elles mangent beaucoup et qu'elles digèrent mal. Tu pourras ajouter aussi qu'en raison de leur mauvais estomac, elles souffrent parfois de maux de tête. En tout cas, lorsqu'il s'agit d'urine de femme, ne manque pas de mettre en cause la matrice, car tout ce que les femmes souffrent, elles croient le souffrir à cause de la matrice. Dis aussi qu'elle a une grande humidité de la matrice, par suite des règles présentes ou passées, et parce que la matrice est obstruée à l'intérieur, et que telle te paraît être la cause de la maladie. Alors, là, c'est quelque chose, évidemment, sur un mode parodique, mais évidemment, le dilemme devant lequel se trouvaient souvent des médecins, face à ce fameux matule ou flacon, c'est de trancher entre les états de deux sexes possibles du patient. Maurus de Salerne, dont il a été question tout à l'heure, un grand maître du XIIe siècle, tire une certaine fierté d'avoir réussi là où ses confrères ont échoué. Ses confrères pensaient tous qu'il s'agissait d'un homme atteint d'une péripneumonie. Lui, il en déduit que c'est une femme qui attendait un garçon, et la chose fut avérée, nous dit-il. Alors, j'en ai encore pour 5 minutes, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Ce qu'on constate aussi d'un traité à l'autre, et pas seulement dans un texte assez amusant, enfin, qui se voudrait un peu amusant comme les cautèles des urines, c'est que la substitution d'urine d'un patient contre celle d'un autre avait lieu. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, là tu en as parlé aussi en parlant des moyens technologiques actuels qui permettent aux patients de ne pas être là. Là, finalement, on renoue avec une situation ancienne. Le patient pouvait ne pas être là, soit qu'il ne put pas se déplacer, soit qu'il n'ait pas voulu, et être représenté simplement par son flacon d'urine, son analyse d'urine.
Or, ça se prête très tôt à des jeux, hein, des possibilités de tromperie, alors qui sont attestées en littérature, par exemple dans le Cligès de Chrétien de Troyes, on en a une mention très tôt, et puis encore plus tôt, dès le Xe siècle, hein, le médecin persan Rhazès rejetait comme ridicule ces thèses consistant à troquer l'urine de femme contre celle d'un homme. Malgré donc ces mises en garde ou ces dénigrements, la chose se perpétue, continue, et là encore, les cotels des urines s'en font largement l'écho. Je vous lis juste un deuxième petit extrait, tant pis, je lis pas tout, mais c'est tellement rigolo. La quatrième cotel a trait à la différence des sexes, lorsque par exemple une vieille femme vous demande de qui est l'urine, si c'est celle d'un homme ou d'une femme. Répondez-lui, ne le sais-tu donc pas toi-même? Et alors, en la regardant bien en face, demandez-lui pourquoi il tient si fort à le savoir. Si elle ne pousse pas trop loin la fourberie, elle dira que c'est l'urine d'un patient ou d'une patiente, ou quelque chose qui te permettra de deviner le sexe. Si elle dit que ce n'est pas l'urine d'un de ses proches, cherchez à savoir à quelles occupations elle se livre lorsqu'il se porte bien. Par le métier qu'il fait, vous pourrez connaître le sexe. Alors, ça voilà, c'est la partie amusante du topo à laquelle je vous renvoie. En fait, si vous voulez, on se rend compte que l'échange sexué d'urine a de beaux jours devant lui, pour sans doute mettre à l'épreuve la validité du médecin. Hein, et qu'il y a un malin plaisir pris par certains malades à mettre ainsi à l'épreuve, tester, encore une fois, la sagacité du médecin. Dès le Xe siècle pour l'Occident, on en a une mention sûre sous la plume de Notker de Stendhal, à propos du duc de Bavière. On donne à lire des urines à Notker, on essaye de prendre au piège Notker, et celui-ci a cette phrase célèbre: « Dieu va nous donner de vivre un événement inouï, dans 30 jours, le duc va mettre un enfant au monde. » Bon, lui, il a déjoué, évidemment, la ruse, mais ce que ça nous rappelle, toutes ces choses relativement amusantes, c'est que la grossesse, donc, est un sujet extrêmement délicat, hein, éminemment matière à se tromper, et même des médecins fameux s'y sont laissés prendre. C'est par exemple Michel Savonarole qui nous en fait le rappel, hein, en nous disant que même de glorieux confrères comme Marsilio Sancta Sofia ou Pietro da Tossignano se sont trompés à propos d'une noble dame. Hein, il nomme ses confrères et il poursuit, excusez-moi, en parlant donc de la perte de fama. Hein, c'est là aussi que je voulais revenir. Cum frequentissime exeius visu et judico contingat medicos decipi. Donc comme il arrive très souvent que par la vue de l'urine et son jugement, les médecins soient trompés, onde infamiam acquirunt, hein, et ils en acquièrent de l'infamie, ils perdent de l'infamie, et credulitatem apud dominas amitunt, et ils perdent leur crédulité, leur crédit auprès des femmes, quesum turba communis medicorum, il ne fallait pas non plus négliger ce manque de phrases, qui sont la foule habituelle des clients des médecins. Alors effectivement, hein, tous les signes de grossesse peuvent être réunis sans qu'on en ait une certitude. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur une semblable lecture d'urine un peu à l'aveugle, hein, comme les tests pour les autres, que Guillaume Boucher se couvre de ridicule, alors que Jean de Don Rémy parvient à une lecture correcte. Alors, en guise de conclusion, deux choses. D'abord, ces fameuses cotelles des urines ont été sujettes, là aussi, à des débats. Hein. On les a longtemps attribués à Bernard de Gordon ou à Arnaud de Villeneuve, donc au début du XIVe siècle. Et puis Michael Malvoux a dit, écoutez, franchement, non, c'est pas possible. Pour qu'on mette à mal la lecture de l'urine, ça veut dire qu'on est dans une phase un peu primitive de la médecine, qu'elle n'est pas encore assez élaborée, et que le médecin ne se reconnaît qu'à sa capacité de lire l'urine. Le raisonnement Michael Malvoux me semble tout à fait juste, et loin de moi l'envie de le déboulonner. En revanche, ça n'empêche pas que, tant l'exemple de Guillaume de Boucher, que quelques actes de la pratique nous montrent qu'on continue de jouer à ce petit jeu pour tester le médecin. Alors là, je vous ramène à Strasbourg avec un petit extrait des procès-verbaux du Conseil de la Ville, hein, avec l'histoire d'un malade qui va voir un empirique. Bon, l'empirique considéra que c'était l'urine d'une femme qui plus est enceinte, en tira des conclusions hasardées. Comme on lui faisait remarquer son erreur, elle se mit en colère et ne voulut plus rien entendre. Ayant payé l'empirique, Emeline retourna chez Jean de Saxe, médecin lui habile, qui lui dit « Voici l'urine d'un homme malade âgé d'environ 40 ans. Son foie est malade et le sang s'amasse autour du cœur. » Voilà. C'était juste pour dire que, certes, c'est peut-être un texte qui mature ou voit son origine dès le XIIe siècle, mais en même temps, quand même, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, il me semble que les jeux autour des urines, à cause des brèches que pouvaient offrir les modalités d'examen clinique, se perpétuent. Donc, un médecin, pour le dire différemment, était conscient qu'il pouvait se tromper dans le prognostic, mais dès le diagnostic, à la fois donc à cause de la proximité sémiologique de certaines maladies qui rendait difficile le diagnostic différentiel, et aussi donc à cause de ce mode de lecture du corps, qui était quand même privilégié à l'époque, même si ce n'était pas le seul, et qui offrait une brèche, rendant notamment possible l'absence du patient.
Ce sur quoi je voulais insister, c'est que tous les médecins qui s'expriment sur ces sujets, qu'il s'agisse de l'erreur ou de l'échec, se montrent éminemment anxieux à l'idée de perdre leur réputation. Hein. La fama, qui est évidemment gage de clientèle et donc gage d'argent, apparaît vraiment comme un nerf de la guerre. Et les femmes, hein, la catégorie femmes, j'accélère, mais passe quand même pour une clientèle à se ménager, hein, à ne pas perdre. Et inversement, hein, un empirique vraiment véreux comme Anthony Imbert, dont j'ai parlé tout à l'heure à Manos, avait assuré son succès auprès de femmes crédules. Alors, dernier mot, vraiment dernier mot, en guise d'ouverture. Là, j'ai parlé de la lecture des urines comme talon d'Achille, hein, permettant aux patients éventuellement de se moquer du médecin ou de tester sa valeur, en tout cas avant de se confier à lui. À l'inverse, il ne faudrait pas oublier que certains médecins malins avaient compris qu'eux aussi pouvaient jouer, hein, sur l'ambiguïté des signes dans l'urine. Et je me tairai enfin en mentionnant un dernier médecin italien, Gabriele Zerbi, du XVe siècle, qui nous montre bien comment il faut se comporter auprès du malade d'une part, et puis ensuite auprès de l'entourage. Hein. On ne dit pas du tout les mêmes choses auprès du malade quand il s'ennuie qu'auprès de son entourage. Voilà, je m'excuse d'avoir été terriblement rapide, mais je voulais vous dire quelques petites choses, même si j'ai mal dit. Merci de votre endurance. Voilà, on a pris les temps. Merci Laurent, je comprends un petit peu pourquoi on m'a refilé le bébé de la présidence de séance à la fin. C'est que le président se fait engueuler par... Alors que normalement c'est l'inverse, hein, mais vous voyez donc dans ce numéro de duettiste, c'est moi qui suis... Et je remercie Laurence qui a montré aussi qu'à défaut de parler en vers, eh bien on peut continuer à apprendre en se divertissant. Donc merci aussi pour cette fin de journée de nous avoir fait rire, et je ne regrette pas, même si tu m'as engueulé à ce propos, d'avoir ri sur la perte d'un membre viril important, évidemment fondamental pour le pauvre patient. Je laisse la parole à la salle pour des questions sur ces impérities et autres dangers liés aux erreurs à la fois de diagnostic et de thérapeutique. Enfin, un constat d'abord, les mireurs d'urine, on en trouve jusqu'au XVIIe, je crois à peu près. Il y a des représentations, notamment dans l'école hollandaise. Oui, dans les tableaux étudiés par chez moi. Ouais. Alors, l'autre truc, là, il y a quelque chose qui m'a étonné. Les 72 heures, oui. Mais en France, enfin, dans la région, on enterre dans la journée jusqu'en 1800. Maintenant, on n'est plus sûr de son coup sur les signes de mort. Non, mais j'ai pas dit le contraire. Oui. Je veux dire que la règle, entre guillemets, dans nos campagnes, c'est d'enterrer dans la journée. Oui, dans le monde musulman aussi, mais c'est risqué. Non, mais... La question n'est pas là. Non, je veux dire, les signes de la mort sont décrits à la fin du 18e, où on fait artériotomie, machin, etc. Et puis après, on va sur l'artério, puis ça finit sur la mort cérébrale. Hein. Oui. Mais déjà au Moyen-Âge, ils avaient reculé. Je croyais que parce qu'il y a un certain nombre de tests qui mettent en œuvre, hein, des pincements, on observe le pouls, est-ce que la respiration va revenir, on installe un verre d'eau, etc. Enfin, il y a tout un protocole par lequel on veut être vraiment certain d'être passé avant de dire ok, il est mort, donc on se donne 3 jours. Alors, est-ce que dans l'Occident, il y a le modèle christique derrière tout ça, c'est pas exclu? Je ne m'avancerai pas là-dessus, c'est toi la spécialiste de la Légion. Non, là aussi je plaisante, mais le fait est, on parle de 72 heures. Mais c'est pas un texte de loi, là, je dis, c'est pas une loi. Non, c'est les médecins. Ah oui, c'est les médecins qui conseillent ça. Mais on le trouve déjà dans Avicenne, hein, cette histoire des 3 jours. D'accord, ok, mais c'est pas une pratique légale, parce que la pratique légale, elle n'arrive qu'au 19e. Hein. C'est une norme que les médecins s'imposent. Ouais. Et puis vers le 17e, on commence à trouver des testaments qui marquent que je veux être resté, si je meurs, qu'on me laisse chez moi pendant 24 heures ou 36 heures, qu'on fasse une artériotomie, etc. Mais, non, là je vais peut-être mal expliquer parce que je suis allé fort vite. C'est pas des lois, mais ce sont des lois que les médecins s'imposent eux-mêmes et qui viennent entre autres d'Avicenne. Et donc ça serait un principe à respecter, quoi. Voilà. Pour être sûr de ne pas passer à tout à fait. D'autres questions sur ces morts apparentes ou autres? Lazare. C'est pas tout à fait une question, c'est une remarque. Je me demande quand même si ça n'est pas le propre précisément des charlatans ou des empiriques de se vanter de pouvoir lire ce que d'autres ne peuvent pas lire, et si dans le monde de la médecine graduée, on n'a pas appris aussi une certaine prudence. Moi j'ai un cas en tête, en 1394, un patient qui fait appel au Parlement de Paris, il se croit empoisonné, et il fait appel au Parlement de Paris pour qu'on lui envoie des médecins qui analysent son sang. Oui. C'est une sorte de consultation évidemment collégiale, et les médecins, plutôt que de faire une erreur,
s'abstiennent tout simplement de décider en disant dans les autorités, les grands textes ne nous disent pas qu'on peut reconnaître un empoisonnement en observant le sang du patient. Alors qu'on peut trouver par ailleurs qu'un poison chaud aura cuit tellement le sang qu'il aura pris une couleur particulière. Donc je me demande si, là ce sont des médecins jurés assermentés auprès du Parlement de Paris qui sortent des meilleures écoles, qui sortent de la faculté de Paris ou de Montpellier. Donc je me demande si c'est pas aussi peut-être un critère d'appartenance au milieu de l'élite, de la crème des médecins, que de savoir qu'à un moment donné, mieux vaut s'abstenir plutôt que de dire une erreur. Mais je n'ai que ce cas-là, c'est ce cas de 1394. Ou s'abstenir ou compléter. Ou compléter par d'autres signes. Ah oui, compléter par d'autres signes. Oui. Mais lui, il n'avait pas demandé l'urine, il n'avait demandé que le sang. Voilà. D'autres questions ou remarques sur cette riche intervention? Oui, de toute façon. C'est un élément, effectivement, enfin, les médecins, et au fur et à mesure que se développe quand même aussi une forme de concurrence de ce marché de la santé, on voit bien dans les textes de déontologie, il ne faut pas promettre plus qu'on ne peut réellement obtenir. Il faut vraiment l'idée d'une éthique qui vise à cette prudence, effectivement, vis-à-vis des patients est un élément important. Et l'idée aussi que j'avais évoquée de la collaboration à plusieurs, le fait de discuter à plusieurs et d'apprendre de l'observation commune sur le corps du patient est un élément important, et il en ressort généralement l'idée que soutiennent les textes de déontologie qu'il faut présenter une voie unique, il faut parler d'une seule voie communautaire, être universalitaire. On est tous d'accord, nous, qui nous sommes réunis dans l'antichambre à côté de la chambre du patient, mais pas en sa présence surtout. Nous avons discuté, délibéré, éventuellement on s'est tapé dessus, mais ça les textes ne nous le disent pas, mais on ressort de là avec l'idée qu'on est tous d'accord pour proposer telle ou telle thérapie et surtout pour proposer tel ou tel diagnostic. C'est un élément important, effectivement, de ces réputations. Et là, je crois que la dimension économique et la dimension de ce marché de la santé est un élément important et qui va de pair avec des formes de médicalisation. Et je pense que, je l'ai déjà dit dans le passé, mais qu'on peut utiliser malgré tout ce terme à un niveau assez étendu de la société médiévale, en ayant l'idée que cette profession médicale est effectivement assez différenciée, assez diverses entre une élite et puis d'autres opérateurs. C'est vrai que le terme est assez laid, mais c'est difficile d'en trouver, ou d'autres acteurs de la santé. Mais ce n'était pas une remarque conclusive, donc ah oui, c'est un peu cheap. J'ai une autre question. Si, on pourrait conclure. La consultation à plusieurs, ça dure jusqu'au 19e, et c'est très répandu. Oui. Et on pourrait dire aussi que les maisons de santé sont peut-être une façon de faire la consultation à plusieurs maintenant. Là. Je veux dire, ça revient. Vos chirurgiens hernières, ils étaient... Alors, c'est eux qui se baladent, en fait. Oui, ils sont ambulants. Ils sont ambulants, oui. Mais ils sont prouvés devant qui? Quel est Des sortes de petits jurys. Non, mais quel jury peut donner une attestation a priori, il y a Alors, ça dépend où on se situe, si on est dans une grande ville ou une petite ville, mais un protomédicus qui siège exactement comme les autorisations de l'UNEFA. C'est un texte officiel, un texte délivré par les autorités publiques qui autorise pour un temps donné tel ou tel praticien à exercer. C'est vrai ça en Italie ou en Provence, ou c'est vrai chez nous par exemple? Ah ben, moi je vais jusqu'à la Bourgogne. Comme en Poitou, je ne sais pas, mais Bourgogne, Béarn, oui, on a la même chose. Est-ce qu'on ne voit pas par quel est l'organisme entre guillemets médical qui pourrait les reconnaître, quoi? C'est un organisme informel. C'est pas du médecin qui est sur place et de quelques confrères. Je pense que suivant les lieux, ça peut tout simplement ne pas être du tout un corps médical. C'est très variable. C'est comme pour les examens des lépreux. Oui. On voit une évolution dans l'examen des lépreux entre de simples hommes dits sages. Oui. Alors, comment on les a recrutés comme sages et qu'est-ce qui fait qu'ils sont sages, on n'en sait rien, mais ce sont eux qui vont examiner et dire qui est lépreux ou qui ne l'est pas, et puis on voit à un moment donné se développer, essentiellement au début du XIVe siècle, des médecins. Mais dans certains cas, ces autorisations à pratiquer la médecine pouvaient être délivrées tout simplement par une autorité urbaine, municipale, et pas du tout par un corps professionnel organisé, dès lors qu'il n'y a pas de métier juré. Et ça dépend véritablement de la situation des barbiers des souvent villes. sont dans ce genre de petite commission. Non mais on comprend que si il reste in situ, qu'ils soient agréés par la corporation, oui, c'est ça. D'accord. Oui. Mais quand ils sont ambulants, ils sont dotés de leur autorisation. Oui, mais sur le lieu. Enfin, ils sont autorisés à tel endroit à pratiquer.
la ville ne va pas les autoriser à pratiquer dans la ville voisine. En revanche, ils pourront sans doute montrer le petit papier en disant j'ai été autorisé à tel endroit et donc, aller de porte à porte. J'ai été reconnu. Je pense à un texte qu'Hélène Levers connaît aussi, du chroniqueur messin Philippe de Vigneul, hein, qui raconte comment un charlatan qui portait une perruque, sans doute pour masquer ses oreilles coupées, était venu exercer la médecine à Metz, et il a des sortes de bulles, des cours dans lesquels il est passé pour attester qu'il a fait des miracles. Hein. Et donc il s'installe, il continue à faire des miracles jusqu'au moment où il n'en fait plus, il est chassé de la ville et puis on sait qu'il est exécuté quelques temps plus tard. Et bon, le fait qu'il ait porté cette curieuse perruque, finalement, éveille le soupçon, mais peut-être un peu tard. Mais il a des sortes de recommandations qui sont peut-être des faux, hein, mais avec lesquelles il se promène en disant c'est une sorte de licence de pratiquer, mais qui n'est pas accordée par une institution, qui est accordée précisément par la pratique, par ses succès thérapeutiques. Et il dit qu'il est allé partout, en Allemagne, qu'il est allé chez les infidèles, enfin, et donc il peut comme ça faire illusion plusieurs semaines, vers 1480, quelque chose comme ça, à Metz. Le problème, c'est qu'on voit bien les efforts faits par les autorités pour imposer des règles d'accession au métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien que la santé publique, le terme existe réellement dans la documentation, devient un enjeu de bon gouvernement, dès le Moyen-Âge. Dès le Moyen-Âge, parce que, justement, à la différence de l'Antiquité, on n'a pas d'université, on n'a pas de faculté diplômante. Hein, donc les réputations se font sur d'autres critères. À partir du moment où l'université existe et un corps de médecins formés à l'université se constitue, ils vont s'efforcer un petit peu partout à limiter l'accès à la profession à leur propre communauté. Mais dans la réalité des faits, on s'aperçoit effectivement aussi dans les documentations de la pratique, mais même dans la documentation statutaire, qu'en réalité, il est bien difficile d'imposer, tout simplement parce que la demande de soins, parce que l'accès aux soins, parce que le coût des soins, parce que le nombre de médecins est insuffisant pour répondre à cette demande sociale. Donc en réalité, fleurit tout un marché d'opérateurs divers et variés, mais à chaque fois, la profession, dans son élite, dans ce qu'elle est constituée d'un corps de gradués, de gens diplômés, s'efforce de limiter l'accès à toute autre forme, et notamment aussi dès lors que ces médecins, quand ils sont charlatans, à la limite, et surtout ils sont charlatans à un succès, c'est plus facile. Et quand en plus ils réussissent là où vous êtes faible et montrez vos limites, bon, ça crée aussi une concurrence, bien évidemment, complètement déloyale. Hein. Pourquoi avoir fait 5 années d'études à ce moment-là? Voilà. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est à la fois cette tension, cette diversité, mais en même temps cette prise de conscience de la part des autorités publiques de la nécessité de contrôler l'accès à la profession médicale. Ça, je pense, c'est un élément important. Mais en même temps, avec un mouvement contradictoire, Marine a parfaitement raison, mais qui veut que chez certains princes qui sont absolument avides, soit de guérir, soit que leurs cheveux repoussent. Hein, parce que le cas de Jean de Granville, on lui a rasé la tête et on lui a mis une lotion, un onguent pour favoriser la repousse, hein, problème auquel on est plus ou moins sensible. Et donc, c'est le comte de Savoie hein, qui l'attire à la cour et qui lui fait confiance. Qui fait confiance à ses promesses d'une chevelure magnifique. Bon, il a un accident de chasse, en fait, il a contracté le tétanos. Hein, c'est de ça qu'il est mort. Seulement, comme vous savez, qui a le tétanos ne peut plus ouvrir la mâchoire. Et on va dire, il ne veut plus ouvrir la mâchoire parce qu'il a été empoisonné et qu'il ne veut surtout pas se remettre à manger. Mais dans le cas de Jean de Granville, il avait manifestement suivi des études infructueuses à Montpellier. Il était parti de Montpellier. Il était allé chez les infidèles. Il s'était acquis une réputation à peu de frais. Et quand il est revenu, il s'est vanté de ses exploits. Et il y avait des princes, mais les princes qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés il n'y a pas si longtemps avaient le même recours à certaines astrologues pour guérir. Le docteur Gruber. Je ne sais pas si le docteur Gruber mérite le mot de la fin, excusez-moi, mais peut-être... Non, il faut élever le débat, tu as raison. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Oui. Merci. Merci de ne pas faire référence au docteur Gruber, s'il vous plaît. Ça fait la journée. Vous êtes trop jeune pour ça, je crois. Bonjour. J'aurais éventuellement une question quant à un exemple que vous avez donné tout à l'heure concernant une femme médecin dont un procès a validé a reconnu, ses capacités thérapeutiques alors que d'autres hommes médecins diplômés n'avaient pas réussi. Est-ce que, avant de reconnaître ses capacités en tant que thérapeute, ils ont d'abord, d'autres éléments auraient été mis en cause, comme expliquant ces actes, comme
peut-être de la sorcellerie ou éventuellement des pouvoirs miraculeux? Alors, bonne question. Dans le PowerPoint que je n'ai pas montré en entier, mais je pourrais vous l'envoyer, il y avait un deuxième cas, une femme de Catalogne, impeccable quant à la maîtrise de l'art de l'urine, etc., jusqu'au jour où on l'accuse de mêler médecine et incantation. Et là, c'est le glissement. Elle est accusée d'hérésie et hop, elle disparaît. Par contre, Jacoba Félicie, puisque c'est d'elle que vous parlez, il n'y a pas ça chez elle. Ce qui énerve beaucoup la faculté, c'est qu'elle s'occupe de prendre de mirer les urines, de prendre le pouls et de poser des diagnostics et des pronostics. Ça, c'est le travail du médecin diplômé, médecin homme qui plus est. Mais elle n'est pas du tout passible d'accusation de sortilège. C'est le fait que c'est une femme qui usurpe véritablement des activités qui doivent être le précaré des médecins masculins. Je ne sais pas si je vous réponds correctement ou si je dérape encore. Hein. Et après, par contre, voilà, défilent à la barre des gens qui disent qu'elle les a soignés au moins aussi bien que des médecins diplômés qui ont échoué. Mais c'est très documenté, donc ça, c'est pareil, je pourrais vous donner la bibliographie qui est très, très nourrie ces derniers temps sur son cas. Oui, surtout que les conférences sont enregistrées donc, et filmées, donc ça sera sur le site, éventuellement si vous avez des documents. Ouais, c'est ça. Tout de suite. Une horreur, quoi. C'est sérieux. Bon, j'espère au moins qu'on vous aura montré qu'on peut, on peut s'amuser en travaillant sur l'époque médiévale, sur des urines et autres joyeusetés du même acabit, sur l'apoplexie et les maladies de la matrice. Enfin, tout ça, c'est très joyeux et que, voilà, on vous incite, vous, étudiants, à vous tourner vers cette période qui est encore excessivement riche, et j'espère qu'on l'aura montré cet après-midi et ce matin, riche de sources souvent inédites, hein, relativement peu ou mal exploitées, et souvent encore une période effectivement sur lesquelles on continue à porter un regard assez négatif, et souvent par totale méconnaissance, et avec l'idée d'ailleurs que, notamment dans l'espace médical, nous vivons dans un monde de progrès continu depuis... Bon, j'espère qu'on vous a montré que c'est loin d'être le cas, et que malheureusement, un certain nombre de travers ou de difficultés que peuvent rencontrer aujourd'hui aussi bien le corps médical que parfois les patients, eh bien, ce sont des situations que l'on a connues à d'autres moments. Alors, les techniques n'étaient pas les mêmes, les moyens n'étaient pas les mêmes, mais l'attention au corps, à la santé, à l'individu et à la médecine étaient déjà des éléments absolument prépondérants des sociétés médiévales. Je vous remercie pour votre attention.